Merci à toutes et tous de nous rejoindre pour échanger sur ce sujet et surtout prendre de l'information sur ce sujet RDUE. Merci à Monsieur De Rocklen du ministère de l'Agriculture de bien vouloir nous présenter les dernières informations à ce sujet. Et puis, je salue également la présence donc, de Mathieu Métral, votre représentant côté DRAF en région, et de Paul-Emmanuel Luette aussi de PEFC France, qui pourra nous apporter des compléments d'information sur ce qu'apporte PEFC concernant ce nouveau règlement. Donc, Monsieur De Rocklen, je peux vous laisser la main. Je vais arrêter mon partage d'écran et vous pouvez lancer le vôtre et je vous laisse commencer. Donc, comme je l'indiquais, on va pouvoir suivre votre présentation et on aura un temps d'échange de questions-réponses à la suite de cette présentation. Merci Madame Lafont. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Jean-Bernard De Rocklen, chargé de mission au sein de la Direction générale de la performance économique des entreprises du ministère de l'Agriculture et de la Forêt. Vous avez noté que le petit F est revenu dans le nom du ministère il y a quelques jours. Dans le ministère de l'Agriculture, Souveraineté alimentaire et forêt. Donc, je suis en charge au sein de ce ministère de suivre un petit peu les travaux, surtout les travaux de la Commission, sur l'état d'avancement des mesures de préparation à l'entrée en application de ce règlement déforestation. Bon, alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite série d'une vingtaine de diapos pour présenter les grands principes. C'est sûr qu'en une heure, on ne va pas régler toutes les questions. N'hésitez pas, je vais essayer d'être assez clair, mais aussi assez rapide pour qu'éventuellement vous puissiez aussi réagir, que ce soit sur le chat ou bien sûr en direct après, pour j'allais dire, donner un petit peu de corps et de réalité à toutes les notions que je vais vous présenter. Également aussi, ce qui sera très intéressant pour moi, c'est d'entendre un petit peu vos témoignages sur les grosses problématiques qui persistent, les choses qui ne sont pas comprises, peut-être l'état d'avancement aussi sur une entrée en application. Le tout, je ne vais pas aborder ça non plus dans la présentation, mais on va quand même le mentionner dans un contexte qui commence à être un petit peu chahuté, un petit peu tendu, pour ne pas dire, avec beaucoup de demandes de report de l'entrée en application du règlement en ce moment de la part des organisations professionnelles de tous bords, entre guillemets, de la part de politiques, y compris au niveau du Parlement européen, et de la part d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, hein, puisque c'est un règlement qui a des objectifs forts, mais qui a aussi un impact non négligeable, que ce soit sur l'activité des professionnels, mais aussi d'ailleurs sur les autorités compétentes. Donc en ce moment, effectivement, on sait qu'il y a ce contexte autour de l'ensemble des dispositions de ce règlement. Ce soir, je vais vous faire une présentation qui, je pense, va pouvoir répondre à l'ensemble des niveaux de connaissance ou d'appropriation du règlement. Mais c'est un premier exercice, hein, c'est la première fois qu'on fait ça avec FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes. C'est certainement un exercice qui va se réitérer et qui va s'enrichir et s'améliorer dans les semaines et surtout les mois à venir. Voilà sur cette introduction très générale. Madame Lafont, effectivement, m'a également prévenu que M. Huette de PFC ferait une petite présentation. Je ferai en sorte, M. Huette, de vous laisser un petit peu de temps d'ici 18h, 18h et quelques. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on démarre, c'est vous donner une vue concrète de ce fameux système d'information RDE dont on parle beaucoup, au sein desquels les opérateurs vont devoir faire leur fameuse déclaration de diligence raisonnée. Je vous ferai voir ça en direct via mon compte Internet opérateur, parce que figurez-vous que j'ai un compte Internet opérateur pour tester l'outil. Alors, on va partager un écran, partager du contenu, fenêtre, écran complet, celui-ci, partagé. Madame Lafont, vous me confirmez quand vous avez le... Je vous confirme qu'on voit effectivement votre partage d'écran. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus que ça marche. Alors, attendez. Voilà.
Donc, ce règlement de déforestation, ça fait un petit moment qu'il était dans les tuyaux de la Commission. Il a été défendu par beaucoup d'États membres, dont la France d'ailleurs, au moment de sa négociation, parce qu'il est intervenu, enfin, il intervient dans un contexte que l'on connaît tous, hein, qui est la forte progression de la déforestation, de la dégradation des forêts dans le monde, et notamment dans certaines parties du monde, puisqu'on perd quelques millions d'hectares, on a perdu quelques millions d'hectares en 30 ans, et on perd encore une dizaine de millions d'hectares par an. Et l'Union européenne, eh bien, elle a essayé d'estimer sa contribution à cette déforestation par la consommation de 6 produits de base. Le bois, bien entendu, mais comme vous le savez aussi, les bovins, de par les parcelles qui ont été converties après déforestation en pâture, le cacao, le café, l'huile de palme et bien sûr le soja. Donc c'est vraiment un objectif initialement politique fort de l'Union européenne de vouloir réduire et d'enclencher quelque chose quelque part au sein d'autres pays de la planète, des mécanismes de diminution de cet impact sur la dégradation globale des forêts dans le monde. Voilà, donc au-delà, bien entendu, de tous les impacts sur la biodiversité, les gaz à effet de serre, etc. Donc, on a fait une petite comparaison là, il y a quelques temps. J'espère que les chiffres sont à peu près corrects. Alors, les productions nationales, on les connaît plutôt en mètres cubes. Les importations, on les connaît en tonnes parce que c'est l'unité de quantité utilisée par les douanes. Et ça donne quand même une idée comme quoi, nous, en France, on a une production de bois qui est forte. Grâce entre guillemets non seulement à la ressource mais à l'industrie, mais on a quand même une part d'importation qui n'est pas négligeable, d'importation totale en bois, et je vous ai donné un petit peu les différents items de type de produits et des quantités associées. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous donner une idée visuelle du commerce à l'importation aussi, qui est donc quelque part directement visé par ce règlement de déforestation, dès lors que ces produits proviennent de régions dans le monde où la déforestation est une problématique. Sans citer le Brésil, l'Afrique, etc. Selon, selon les contextes. Le soja, on est très dépendant, mais ça vous le savez, même si ce n'est pas votre filière, c'est quand même un enjeu pour l'agriculture française. Les bovins, bien sûr, un peu moins. On a une belle production bovine en France et on aime tous le chocolat et le café, on en consomme beaucoup et bien sûr, ça ne pose pas trop chez nous. Voilà pour les produits ciblés par le règlement dans un contexte effectivement d'importation assez importante au sein de l'Union européenne. Alors, les produits concernés, on l'a déjà dit, donc les 6 produits de base concernés, ainsi que tous les produits qui en dérivent. Donc, pour chacun de ces 6 produits, le règlement, au sein d'une annexe, qui est l'annexe 1, va donner code douanier par code douanier tous les produits, décrire tous les produits qui sont soumis à ce règlement. On va les voir un peu plus en détail pour la filière bois. Donc c'est non seulement le bois, et comme on le sait, puisque vous connaissez tous déjà le règlement bois de l'Union européenne, ce sont tous les produits qui vont être dérivés du bois, avec quelques-uns de plus pour le RDE, on va le voir après. Et tous ces produits ne pourront être mis sur le marché intérieur, que ce soit par voie de production nationale ou par voie d'importation, et également ne pourront être exportés de l'Union européenne que s'ils répondent à 3 conditions. Une première condition que l'on connaît dans le cadre du règlement bois de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils respectent les lois, les réglementations du pays d'origine. Nous, on connaît bien ce règlement, puisque pour la production nationale, grosso modo, pour faire simple, ça doit respecter le code forestier, et pour les produits importés, effectivement, ça doit respecter les réglementations brésiliennes, indonésiennes, camerounaises, tout ce que vous voulez, en fonction des pays de provenance. S'ajoute à cela 2 autres conditions. Ces produits doivent maintenant être dits zéro déforestation, c'est-à-dire que leur production, leur récolte n'a pas causé de déforestation ou de dégradation, avec une date butoir qui est au 31 décembre 2020. J'allais dire, tout ce qui est produit sur des parcelles qui auraient été déforestées, voire dégradées avant cette date du 31 décembre 2020 est hors champ du RDE. Mais par contre, depuis le 1er janvier 2021, de fait, effectivement, tout ce qui est produit en vue de son importation ou en vue de sa mise sur le marché national doit être produit sur des parcelles qui n'ont pas subi ni déforestation ni dégradation de forêt.
Et enfin, l'exercice de diligence raisonnée, on le connaissait au travers du RBUE. Aujourd'hui, avec le RDUE, va s'ajouter un exercice de déclaration d'éléments d'information de cette diligence raisonnée au sein d'un système d'information qui a été construit, produit et mis à disposition, enfin qui va l'être en tout cas, par la Commission européenne. Alors, des dates importantes. Le 31-12-2020, j'en ai parlé. C'est la date butoir pour dire, entre guillemets, à partir de cette date, on ne veut plus que ce soit issu de déforestation, de dégradation. Ensuite, on a deux dates. C'est l'entrée en vigueur, l'entrée en application. L'entrée en vigueur, ce règlement, ça fait déjà une bonne année qu'il est entré en vigueur, fin juillet 2023, mais il entre en application, a priori, sauf si ça change d'ici là, à la fin de l'année 2024, et avec un délai supplémentaire de 6 mois pour les petites et très petites entreprises. Ce ne sont pas les PME, ce sont les petites et très petites entreprises. D'accord ? Et entre ces deux dates, entre juin 2023 et ces deux dates, décembre 2024, juin 2025, c'est ce qu'on appelle la période transitoire. Pour toutes les informations sur la taille des entreprises, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous renvoie à la directive 2013-34 qui donne, au titre des critères de l'Union européenne, dans quelle, en fonction du nombre d'employés, en fonction du chiffre d'affaires, etc., dans quelle catégorie une entreprise se trouve. Alors, j'ai dit, effectivement, il y a des dates d'entrée en vigueur, il y a des dates d'entrée en application, et puis on a deux règlements qui vont se chevaucher effectivement en fonction du moment de récolte du bois et du moment de la mise sur le marché de ce bois. Aujourd'hui, le RBUE, alors, il ne faut pas que je me trompe, le RBUE, le règlement bois, est toujours en vigueur, et il restera en vigueur pour différentes situations. Déjà, tout ce qui est récolté avant l'entrée en vigueur du règlement, c'est-à-dire tout ce qui est récolté avant fin juin 2023, ce ne sera pas soumis à RBUE si c'est mis sur le marché jusqu'en 2027. Bon, ça fait une sacrée date entre la date de la récolte et la date de mise sur le marché. Mais on va dire que c'est la date butoir de vie du RBUE. Au-delà de 2027, le RBUE va s'éteindre. Par contre, effectivement, au-delà de 2027, même s'il nous reste sur, des bois récoltés avant juin 2023, mais qui sont mis sur le marché après 2027, eh bien, ils deviendront là soumis au RDUE. Là où c'est un peu plus, entre guillemets, il faut avoir une lecture un peu plus précise, c'est pour les bois qui, là, sont en cours de récolte pendant la période transitoire, depuis juin 2023 jusqu'à la date d'entrée en application, différée selon qu'on est une grande ou une petite entreprise. Alors, pour ces bois récoltés pendant la période de transition, si la mise sur le marché intervient avant la fin de la période transitoire, on sera encore sous obédience du RBUE. Par contre, si effectivement les bois là, produits en ce moment ne sont pas mis sur le marché avant la fin de l'année ou avant la fin juin 2025 pour les très petites et petites entreprises, c'est là qu'on va rentrer, entre guillemets, de plein fouet dans les dispositions du RDUE. Et bien entendu, tout ce qui sera récolté à partir de l'année prochaine, mais ce sera de toute façon soumis au RDUE et plus au RBUE. Donc ça, c'est quand même une information un petit peu importante parce que les obligations entre RBUE et RDUE ne sont pas tout à fait les mêmes. Et effectivement, lorsqu'il va falloir savoir en fonction de la date de production, sur quel lot il va falloir éventuellement faire une diligence raisonnée un peu renforcée, parce qu'on va le voir après, il va falloir géolocaliser toutes les productions, et aussi pour quel lot produit là en cours en ce moment, il va falloir faire de la déclaration de diligence raisonnée. Bon, je reviens ensuite là sur des notions de base. On parle beaucoup d'opérateur. L'opérateur, c'est celui qui met pour la première fois sur le marché un produit, soit du bois brut, soit du bois déjà scié, soit de la pâte à papier, soit du papier, etc. On va le voir. C'est celui qui met sur le marché pour la première fois. On peut bien sûr avoir dans la chaîne de valeur des commerçants qui ne font que revendre, mais ces commerçants vont quand même être
obligé d'appliquer le RDE dans des conditions qu'on va voir un petit peu après. On parle aussi de mandataire. On ira peut-être un peu plus vite. Un mandataire, c'est une personne à qui l'on peut déléguer l'acte de déclaration de la diligence raisonnée dans le système d'information. On a bien sûr quelque chose qui s'appelle autorité compétente, c'est-à-dire un service de l'État qui va être chargé des contrôles des opérateurs et des commerçants et de la bonne surveillance de l'ensemble des déclarations de diligence raisonnée qui seront faites au sein du système d'information de l'Union européenne. Et l'autorité douanière va avoir un rôle parce que dès lors que l'on importe ou que l'on exporte, il y a une étape entre guillemets, de déclaration douanière qui va supposer pour les opérateurs concernés de prouver que la diligence raisonnée a été faite et bien sûr qu'il y a eu une déclaration de diligence raisonnée en bonne et due forme. Alors tout ça, c'est des choses sur lesquelles je ne vais pas rentrer en détail dans la suite. Ça pourra faire l'objet de questions après, il n'y a pas de souci. Alors là, je vous ai mis l'ensemble des produits concernés, hein. Déjà par le RBE, vous les connaissez, hein. On a nos boîtes de chauffage. J'ai mis vraiment que les intitulés raccourcis des codes douaniers, les bois bruts, bien entendu, les bois sciés tranchés. On avait déjà les traverses de chemin de fer, pour la SNCF notamment. Et puis, bon, tout ce qui est bois un petit peu transformé, jusqu'aux meubles et jusqu'à la pâte à papier. Le RDUE, c'est exactement la même liste auquel se rajoutent le charbon, les bois feuillards, les piquets, les pieux, la laine de bois, tout ce qui est manche à outils, etc. Voilà, tout ce qui est petit article en bois pour la table et la cuisine, les bois marquetés. Et vient aussi tout un domaine un petit peu aussi chamboulé par ça, c'est le domaine de l'édition, puisque tout ce qui est papier et livre devra aussi montrer la conformité in fine sur un produit, entre guillemets, très 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 en bout de chaîne, la conformité au RBE. Viennent s'ajouter aussi, au-delà des meubles en bois, les sièges en bois. Donc c'est une liste de produits concernés par le RDE encore plus élargie que celle du RBUE. Je vais y arriver. La diligence raisonnée, normalement, on connaissait bien le principe. On récolte des informations pour s'assurer de la conformité du produit. Sauf que là, la diligence raisonnée, elle va comporter une nécessité de recueillir des informations en général très liées à la légalité, qui nous informent de l'absence de déforestation, de l'absence de dégradation des forêts. On verra ça un petit peu plus en détail plus tard. Il va falloir aussi d'emblée penser à renforcer la traçabilité par le recueil des données de géolocalisation des parcelles sur lesquelles les produits ont été récoltés. Ensuite, comme pour le RBE, on a une phase d'évaluation du risque sur la base de l'ensemble des informations que l'on a. J'ai tous les documents, j'ai une chaîne de traçabilité claire, j'ai mes documents de traçabilité, j'ai récolté mes données de géolocalisation, j'ai tous les documents qui prouvent que la récolte est légale par rapport aux lois du pays ou par rapport au code forestier, pour faire simple chez nous. Ok, c'est bon, j'évalue mon risque, le risque il est négligeable, je suis bon. Si par contre, par exemple, je fais de l'importation, que j'ai une chaîne de valeur avec des intermédiaires, je sens que mes documents ne sont pas tous très très cohérents en termes de données ou que j'ai quelques trous dans la raquette sur les informations qui me sont données par mes correspondants commerciaux dans le pays d'origine. Là, je vais devoir effectivement vérifier que le risque ne commence pas à être un petit peu sensible et, si nécessaire, mettre en place des mesures d'atténuation. Les mesures d'atténuation, ça peut tout bêtement redemander des vérifications auprès du fournisseur, redemander des documents complémentaires et, si les doutes persistent, pourquoi pas mener des audits chez les fournisseurs. Voilà. Tout ça, ce sont des informations qu'il faut garder pendant 5 ans, parce que pendant 5 ans, effectivement, l'autorité compétente peut exercer des contrôles sur les lots qui auront été couverts par ces documents. Ensuite, on fait, à partir de l'ensemble de ces informations, on va revenir dans le détail après, une déclaration de diligence raisonnée dans le système d'information RDE. Donc ça, c'est une nouveauté. On savait faire la diligence raisonnée avec le RBUE. Maintenant, ce que l'on a fait comme exercice de diligence, il va falloir le déclarer pour, quelque part, officialiser et même, j'allais dire, rendre public, dans une certaine mesure, surtout à l'attention des clients aval, le fait que le produit il est conforme au RDUE.
d'autant plus que lorsqu'on leur aura fait une déclaration de diligence raisonnée, ça va générer un numéro de déclaration de diligence raisonnée qu'il faudra transmettre aux clients, aux opérateurs et commerçants en aval, pour effectivement documenter, prouver qu'on a fait le job vis-à-vis de la conformité des produits. Alors, les informations à collecter, on a déjà parlé un petit peu, mais elles sont bien définies dans le règlement. C'est déjà bien décrire le produit, y compris le nom scientifique. Je sais que c'est un débat pour les essences d'arbres, la quantité, d'où le produit vient, sur quelle période de production il a été récolté. On l'a déjà dit, la géolocalisation avec des coordonnées GPS en pharma, géo, JSON, si possible, des parcelles de production, les coordonnées des fournisseurs et des clients, et bien sûr, tout ce qu'on vient d'évoquer là sur toutes les informations qui nous permettent de dire oui, un, c'est légal par rapport à la réglementation du pays, deux, c'est zéro déforestation, c'est-à-dire que ça ne vient pas de parcelles qui ont fait l'objet d'une déforestation, de dégradation des forêts. On y reviendra sur ces deux notions un petit peu après. Alors, je vous ai mis là d'emblée, mais on va y revenir après, que en France, il va falloir grandement s'intéresser, comme on le fait déjà pour le RBE, aux documents de gestion durable, aux autorisations de coupe, à tout ce qui encadre la légalité des coupes. Et de fait, il y a un certain nombre de ces informations que l'on va déclarer dans le système d'information. Déjà, on se déclare soi, c'est moi qui fais la déclaration, c'est moi qui ai fait la diligence raisonnée des produits que je mets sur le marché. Notez bien que cette déclaration doit être faite avant la mise sur le marché. C'est une des contraintes administratives ou organisationnelles en tout cas. Il va falloir bien sûr décrire le produit via son code douanier. On le verra tout à l'heure si je fais un petit exemple de déclaration sur TraceNT. Les quantités, les géolocalisations, et à la fin, on ne donne pas toutes les autres informations qui ont un caractère commercial, mais on va déclarer que oui, j'ai fait le boulot, j'ai fait diligence raisonnée, j'ai conclu après cet exercice de la diligence raisonnée que les produits étaient conformes au RDE. Je fais une petite signature numérique comme quoi je m'engage à ce que tout ce que je viens de déclarer, c'est juste, sachant qu'on va voir tout à l'heure, on parlait d'informations à caractère sensible, ça c'est quelque chose qui est important dans les débats. On ne va pas obligatoirement avoir trop envie de donner nos parcelles de nos géolocalisations de production. On ne va peut-être pas trop avoir envie de donner des éléments d'information à l'opérateur aval sur là où je me fournis, où c'est que je récolte mon bois, ou auprès de quel propriétaire, etc. Bon, ok, ça s'appelle le secret commercial, il doit être respecté, et on peut le respecter. Alors, on le verra tout à l'heure, à la fin d'une déclaration, on peut choisir de transmettre ou pas les données de géolocalisation afférentes aux produits que je déclare. Alors, c'est quoi la dégradation? C'est quoi la déforestation? Ça aussi, c'est expliqué par le règlement. Je vais dire c'est très bien expliqué, encore que. Alors, le règlement prévoit 4 types de forêts. Des forêts primaires, à part en Guyane, grosso modo, on n'en a pas. Des forêts naturellement régénérées, en général, on a surtout ça. Des forêts plantées, on a aussi beaucoup de ça. Et une catégorie de forêt qui est la forêt dite de plantation. La conversion interdite, si je reste sur la France hexagonale, c'est la conversion d'une forêt naturellement régénérée en forêt de plantation. On ne peut pas non plus convertir une forêt vers une parcelle à usage agricole. Bien sûr, ça s'appelle la déforestation, du défrichement. Et on ne peut pas convertir ces forêts en autres terres boisées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie au règlement, c'est-à-dire c'est des terres qui ont certes un couvert forestier, mais que l'on ne classe pas pour autant en forêt. Alors, je reviens vite sur le seul, entre guillemets, cas de dégradation auquel il faut être vigilant. Ce serait si on convertit une forêt naturellement régénérée en une forêt de plantation, c'est-à-dire, j'ai mis en noir, en soulignant en gras, ce qui est caractéristique, et les 4 conditions doivent être vérifiées. C'est un, c'est soumis à gestion intensive. Je fais une parenthèse, personne jusqu'ici n'a défini la gestion intensive, ni la FAO, ni le règlement, ni entre guillemets personne. Si vous connaissez, vous me le dites.
Non seulement c'est une forêt soumise à gestion intensive, qui a une ou deux essences, une structure équine, et qui est plantée bien sûr en espacement régulier. Quelque part, ce règlement, on le remet dans son contexte, il était dédié un petit peu au... Ah oui, j'ai même oublié de le préciser tout à l'heure, il était quand même dédié à la gestion, enfin à l'impact sur la dégradation et la déforestation en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Et effectivement, pour ne pas nommer le Brésil, je vais prendre le Brésil comme exemple, mais ce n'est pas pour stigmatiser, mais la conversion d'un certain nombre d'hectares de forêts primaires en forêts d'eucalyptus à forte productivité, que l'on peut carrément, bien sûr, sans difficulté, qualifier de forêt à gestion intensive, et vu l'usage plutôt agricole qu'il y en a en termes de gestion forestière, ça c'était vraiment le modèle de forêt de plantation, j'allais dire, ciblée par le règlement de déforestation. Après, effectivement, cette définition pourrait être lue et analysée en fonction des pratiques sylvicoles de tel ou tel pays, en fonction des stations forestières concernées. Bon, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que de ces forêts de plantation sont exclues toutes les forêts qui sont plantées, semées, en vue de rétablir des écosystèmes ou de rétablir des stations qui ont effectivement fait l'objet d'atteintes, que ce soit par attaque de scolytes, tout simplement, que ce soit par une tempête, que ce soit par des feux de forêt, etc. Voilà pour ce qui est, je reviens sur mon petit schéma, de la notion principale liée à la dégradation des forêts. La déforestation, c'est ce que c'est, mais attention, le règlement européen dit la déforestation, c'est simplement la conversion à l'usage agricole. Si vous faites un parking, si vous faites un supermarché, si vous faites des bâtiments, ce que vous voulez avec, ce n'est pas de la déforestation au sens du RDE. En tout cas, pas encore, à moins qu'un jour le RDE soit modifié en ce sens. Donc, ce n'est pas tout à fait la notion de défrichement de notre code forestier, puisque le code forestier dit que le défrichement, c'est lorsqu'on arrête, on met fin à la destination forestière d'une parcelle, c'est-à-dire que cette parcelle, qu'elle soit convertie en agriculture, qu'elle soit convertie en milieu artificiel ou autre, c'est du défrichement avec un certain nombre de règles sur lesquelles je vais parvenir. Hein. Mais donc, dans le défrichement, entre guillemets, à la française, se trouve bien la déforestation pour usage agricole du règlement déforestation. Alors, il y a une conséquence sur le défrichement vers l'usage agricole, c'est que de fait, ce n'est pas qu'il est interdit. Le règlement n'interdit pas la déforestation. Il interdit la mise sur le marché du bois issu de la déforestation. Donc, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, parce que vous pouvez très bien acheter du bois auprès d'un agriculteur qui veut défricher. Il a une autorisation potentiellement de l'administration, c'est légal de défricher dans certaines conditions, mais au titre du règlement, effectivement, le bois ne sera pas valorisable dans la filière bois. Alors, donc tout ça, bon, c'est vraiment l'ensemble des notions de base. Hein, pour avancer un petit peu, maintenant, la question, ça va être mais qui est concerné par quoi? Est-ce que moi, dans mon activité, je vais être concerné par le RDUE? Alors, on l'a dit, le premier concerné, c'est l'opérateur. C'est celui qui, pour la première fois, met sur le marché, c'est-à-dire vend son bois. Alors, j'ai mis un terme un petit peu générique, exploitant forestier, mais ça peut être une coopérative, ça peut être encore quelqu'un d'autre. Un exploitant forestier qui vend une coupe, que ce soit pour du bois d'œuvre, du bois d'industrie ou bois énergie. Il va vendre ça sous un code douanier apparenté au 4401 pour bois de chauffage ou 4403 pour du bois brut. On va avoir ensuite toutes les étapes de transformation. Une scierie va se fournir auprès de cet exploitant forestier et va produire un autre produit que du 4401, du 4403, va produire, on va dire, des planches qu'on va classer dans la catégorie douanière des bois sciés, et elle va mettre sur le marché ce nouveau produit. Donc, elle aussi, quelque part, elle va être ciblée par le RDE. Après, on va voir un petit peu les simplifications en fonction du statut des entreprises. La pâte à papier, c'est pareil. Il va y avoir récolte d'un certain nombre de grumes d'origine très différentes qui vont toutes se retrouver sur le parc agrumes.
et qui, là, en plus, vont passer un petit peu à la moulinette pour être transformés in fine en pâte à papier et en papier. Donc là, bien sûr, il y a une notion de chaîne de traçabilité depuis la récolte jusque, j'allais dire, pour faire simple, à la ramette de papier, au mieux le rouleau de papier craft, qui va être un vrai enjeu de traçabilité, en tout cas de traçabilité de l'information sur la conformité au RDUE depuis les matières premières. Le commerçant, tous les commerçants sont concernés aussi par le RDE, ils sont même soumis à la même obligation de diligence raisonnée et de déclaration de diligence raisonnée, même s'ils ne font que distribuer un produit, celui qui va vendre les planches, ou le supermarché qui va vendre, le marchand de matériaux, pardon, qui va vendre des produits bois transformés, façonnés pour la construction, par exemple. Et le fabricant de meubles, hein, c'est le tout dernier. S'il achète 4 planches chez une scierie pour faire une chaise, eh ben, il devra s'assurer de la conformité au RDE des 4 planches qu'il aura achetées. Et vous imaginez bien sûr que la chaîne industrielle n'est pas aussi simple que celle que j'exprime. Et l'information sur la conformité au RDE, il faut bien le retenir, doit suivre l'ensemble de la chaîne de valeur. Bon, mais l'obligation de diligence raisonnée et de déclaration, elle va dépendre ensuite du statut des entreprises. Elle s'applique d'emblée à toutes les entreprises qui ne sont pas des PME. Par contre, les PME vont être hors champ du RDE. Ça, je dis bien PME, hein. Tout à l'heure, je parlais de TPE. Maintenant, on est sur les PME. Elles ne sont pas concernées par le RDE, sauf si elles mettent elles-mêmes, pour la première fois, un nouveau produit sur le marché. Mais il y a des petites quand même, heureusement, le règlement simplifie quand même certaines choses. On va prendre un exemple. Donc tout à l'heure, on est parti de notre exploitant forestier qui a récolté du bois, qui vend ses grumes à une scierie. Cette scierie ne va pas revendre du bois brut. Elle va bien sûr faire la transformation, donc elle va revendre du bois scié, qui est un autre produit transformé qui change de code douanier. Mais, alors, si la scierie n'est pas une PME, elle doit faire sa diligence raisonnée, elle doit faire sa déclaration de diligence raisonnée. Mais elle va pouvoir se référer, pour prouver la conformité, bien sûr, aux déclarations de diligence raisonnée faites par l'exploitant forestier en amont. C'est-à-dire qu'il suffira qu'elle montre que tout ce qu'elle a rentré dans sa scierie, toutes les grumes qui sont rentrées, ont bien fait l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée, qu'elle le documente, bien entendu. Et par contre, ça veut dire qu'elle n'a pas à refaire l'analyse. Est-ce que c'est conforme? D'où ça vient? Chez qui ça a été récolté, etc. Elle peut se référer à la simple déclaration faite par son fournisseur. Par contre, il faut quand même qu'elle s'assure de temps en temps, par exemple, le règlement dit au moyen d'audit, et je suppose qu'il y a d'autres relations commerciales, professionnelles en tout cas, qui sont possibles, que chacun des fournisseurs qu'elle a fasse bien le boulot du point de vue diligence raisonnée et conformité des bois qui lui sont apportés. Et par contre, si on a une scierie qui est une PME, elle, c'est une PME, elle est hors champ du RDE, elle va simplement devoir conserver, en cas de contrôle, l'information selon laquelle toutes les grumes qui sont arrivées chez elle eh ben, sont bien conformes au RDE. Comment? En gardant dans ses documents commerciaux et dans son archivage les numéros de diligence raisonnée de l'opérateur aval qui est celui qui aura livré les grumes. Voilà. Donc, vraiment, cet exercice de diligence raisonnée et de déclaration associée, c'est surtout pour toutes les entreprises qui ne sont pas des PME. Les PME sont concernées s'il n'y a personne avant elles, entre guillemets, si c'est elles qui mettent pour la première fois le produit sur le marché. Mais par contre, il y a des simplifications dès lors que les produits qui sont utilisés pour être transformés en un autre produit par cette entreprise ont déjà fait l'objet de diligence raisonnée, de déclarations qui ont prouvé en quelque part leur conformité au RDE. Alors, tout à l'heure, un exemple idiot, mais juste pour imager,
Si pour faire ma chaise, j'ai 4 planches, mais je n'ai les diligences raisonnées que pour 3 planches, ça veut dire que j'ai une partie des produits que j'utilise qui ne sont pas couverts par une diligence raisonnée. Ce sera à moi de faire la diligence raisonnée pour les produits pour lesquels je n'ai pas eu de diligence raisonnée faite par mon fournisseur auparavant. Vous voyez quelles implications cela peut entraîner. Alors vous allez me dire, mais alors, bon, je dirais, ok, mais la problématique, c'est pour l'exploitant. C'est certes en général, on va dire, on va à partir d'un exploitant qui est une PME, comment il va faire pour s'assurer de la conformité au RDI. Donc heureusement, on a un code forestier en France, un code forestier dont le premier objectif, c'est quand même la gestion durable des forêts. Je dis bien gestion durable. Rappelez-vous, la conversion que l'on ne veut pas, c'est la forêt naturellement régénérée en forêt de plantation à gestion intensive. Dès lors que l'on va prouver que la forêt est gérée de manière durable, notamment au travers d'un DGD, un document de gestion durable, mais quelque part aussi pour toutes les coupes qui sont soumises à autorisation administrative, notamment les autorisations de coupe prévues par le code forestier, là, on a une vérification à un moment donné, que ce soit par le professionnel mais aussi par l'administration, que ce qui va être réalisé est conforme aux exigences du code forestier, donc aux exigences et aux objectifs de gestion durable des forêts. Là où ça va être un petit peu plus délicat, entre guillemets, mais pas impossible, c'est lorsque l'on a affaire à des petites coupes qui vont être en dessous des seuils, bien entendu, de DGD, mais aussi d'autorisation administrative, notamment chez des petits propriétaires, où là, l'exploitant qui va récolter et ensuite vendre le bois va devoir s'assurer auprès de ce propriétaire de ce qui va se passer entre guillemets, sur la forêt à venir, parce que la déforestation, ok, ça peut se voir sur un temps relativement court, la dégradation, ça se voit sur un temps un peu plus long. Donc, il va falloir effectivement qu'il y ait un certain dialogue entre l'opérateur pour que l'opérateur ait des éléments cohérents, fiables, qui lui permettent de se dire au moment de la récolte, d'une part, et ensuite, moi, au moment où je mettrai les bois sur le marché, j'avais des éléments d'information fiables qui me permettaient de dire que le propriétaire n'allait pas, entre guillemets, faire n'importe quoi avec sa forêt en termes de déforestation, de défrichement et de dégradation. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, hein, ça c'est un point fondamental, je n'y ai pas trop passé de temps, mais la géolocalisation des coupes, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été effectivement contraignant du point de vue technologique, du point de vue de transmission des informations, du point de vue gestion de l'information au sein des entreprises, car toutes les entreprises, bien sûr, ne vont pas avoir les mêmes capacités entre guillemets technologiques via des systèmes d'information adaptés pour gérer toute cette masse d'informations, c'est bien entendu l'un des points cruciaux du règlement pour les entreprises qui vont être soumises à la déclaration de diligence raisonnée. Alors, on attend quand même quelques simplifications de tout ça, parce qu'on va se dire, mais à chaque fois que je vends un lot de bois, il faut que je fasse une déclaration. Alors bon, si j'en fais 4 par an, ça va, je devrais m'en sortir, mais il y a des entreprises, ça va être plusieurs centaines, plusieurs de milliers par an. Donc, c'est des choses que l'on attend, les fameuses lignes directrices et foires aux questions qui ne sont toujours pas publiées par la Commission européenne, mais que l'on attend, et je vous en livre quand même ici quelques éléments pour que vous compreniez un petit peu vers quelle logique on va. Le but du jeu, c'est d'adapter cet exercice de déclaration des gens raisonnés aux réalités de l'activité des entreprises. Donc, en fait, il y a différentes choses qui vont être possibles. Déclaration par excès, c'est-à-dire que si je sais que sur une zone de récolte, par exemple, j'ai toutes les informations sur la gestion durable, les DGD, les autorisations administratives et autres, je vais pouvoir déclarer en termes de géolocalisation une zone plus grande que celle d'où vraiment vient mon bois. Ça va être a priori autorisé. C'est-à-dire, le but du jeu, ce n'est pas de répéter l'incrémentation de données de géolocalisation vente après vente. Ensuite, on aura aussi a priori le principe de la déclaration chapeau, c'est-à-dire que je vais faire une DDR pour un lot de planches. Mais en fait, si j'ai plusieurs clients qui m'achètent les planches, je pourrais faire une seule déclaration d'exigence pour tout ce lot, donc je considère qu'il est conforme au RDE, et donner
Je le rappelle, il faut donner le numéro de déclaration de diligence raisonnée à tous ses clients, mais là, on donnera le même numéro de déclaration de diligence raisonnée à chacun des clients qui vont acheter une partie de ce lot. Donc là, le but, c'est de réduire la masse de déclaration sans pour autant porter atteinte à la qualité de la diligence raisonnée. On pourra aussi, sur la même manière, faire une déclaration de diligence raisonnée sur une période de production plus longue. Mais ça sera en fonction du choix du professionnel. Est-ce que je fais des déclarations sur tout ce que je vais récolter dans le mois à venir, dans les 6 mois à venir, voire dans l'année à venir. Ensuite, lorsqu'on a fait une déclaration de diligence raisonnée pour un lot quelconque qui venait d'une parcelle, le système, on va le voir tout à l'heure, me permet de copier-coller, c'est-à-dire pas de recopier à chaque fois dans le système la même déclaration. Je prends l'ancienne, tiens, celle-là va m'aider, c'est exactement la même chose, paf, je clique, je copie-colle, on le verra tout de suite dans le système, il faut que j'avance un peu. On va pouvoir reprendre pour modèle une déclaration antérieurement faite. Et, mais ça, je l'ai déjà dit, effectivement, gestion des données commerciales, on a le droit de ne pas transmettre les données de géolocalisation à l'opérateur aval. Celui-là, s'il n'a pas les données de géolocalisation, l'autorité compétente qui va faire des contrôles ne va pas venir l'embêter, puisque l'autorité compétente verra que l'opérateur amont n'a pas voulu transmettre ces données de géolocalisation, donc celui qui en aval n'en dispose pas, et même si c'est demandé dans le règlement, il sera dédouané de cette obligation. Voilà. Alors, il faut aussi se rappeler ce qui est hors règlement déforestation, donc tout ce qui est défriche non agricole, alors que ce soit les garrigues, les maquis, les plantations, ou tout ce qui est défrichement lié à la restauration des forêts ou à leur mise en valeur. Tout ce qui est lutte contre les incendies, c'est pas écrit dans le règlement, mais ça aurait été quand même logique de l'écrire, parce que les forêts ne sont pas soumises qu'à la déforestation, elles sont soumises aussi à des incendies. Et des fois, il faut faire des coupures de type agricole pour gérer le risque incendie. Les TCR et TTCR sont en fait considérés comme de l'usage agricole, quelque part, comme notre code forestier, ça tombe bien, parce que finalement, un TCR pourrait avoir les caractéristiques d'une forêt au bout d'un certain nombre d'années. Il y a aussi des simplifications attendues sur l'agroforesterie, c'est important notamment pour les drones, mais aussi pour le sylvopastoralisme, c'est important pour, j'allais dire, pour les activités rurales, agricoles et d'élevage, notamment en zone de montagne, s'il n'y a pas d'impact sur la dégradation et la déforestation. Et ça rejoint de toute façon des règles qu'on a déjà dans le code forestier. Les jachères, en fait, les terres agricoles où il y a un accru forestier, qu'est-ce qu'on peut en faire? Notre code forestier dit les jeunes bois de moins de 30 ans ou 40 ans en montagne, si on les défriche, ce n'est pas de la défriche, justement, ce n'est pas de la déforestation. Et on a le droit de le faire en France sans que ça pose de problème à personne et avec une valorisation du bois, bien entendu. Sauf que ici, pour l'instant, les lignes directrices que l'on a, la date, ce n'est pas 30 ans ou 40 ans, la durée, c'est 10 ans. Elle accepte qu'effectivement, on puisse, j'allais dire, pour faire simple, ratiboiser une jachère pour la remettre en statut agricole sans qu'il y ait d'impact sur la mise sur le marché des produits ligneux ou du bois qui pourrait être valorisé à ce moment-là. Et ensuite, les lignes directrices que l'on attend, c'est pour tout ce qui va au-delà de 10 ans. La Commission, a priori, va accepter le fait qu'on puisse avoir de la déprise agricole et qu'on puisse avoir une impossibilité de reprise d'une exploitation agricole pendant un certain nombre d'années. Mais là, il faudra effectivement, en termes de conformité au RDE, prouver, alors ça, on est en discussion un petit peu avec les représentations nationales des chambres d'agriculture, qu'il n'y a pas pu y avoir reprise agricole des terres qui étaient anciennement agricoles et qui aujourd'hui sont couvertes de forêts. L'objectif, c'est encore une fois de pouvoir valoriser les bois qui en sont issus. Et vous allez me dire, on l'a évoqué tout à l'heure, bah oui, mais moi j'ai mis sur le marché le bois, mais le propriétaire, après, il a fait n'importe quoi, il a fait défricher sa forêt, donc on est dans un cas de déforestation, où il n'a pas fait de mesures attendues pour accompagner ou enfin pour la reconstitution du peuplement forestier après la récolte.
c'est pas de ma faute. Moi, c'est au moment de la mise sur le marché, j'avais toutes les informations comme quoi c'était bon, sauf que ça s'est pas passé comme ça 3, 4, 5 ans après. Et effectivement, les lignes directrices attendues, encore une fois attendues, hein, ce que je vous dis, c'est pas validé par la Commission européenne, vont exonérer cet opérateur s'il peut prouver que sa diligence raisonnée était complète et qu'il était parfaitement sincère au regard des informations dont il dispose. C'est important en termes de sanctions, en termes de revalorisation du bois, etc. Voilà, pour finir là-dessus, donc à chaque fois on dit entrer en application dans moins d'un an, entrer en application dans moins de 9 mois, entrer en application dans moins de 6 mois, etc. Là, on est à moins de 100 jours. On attend quand même des choses encore assez importantes, les lignes directrices, la nouvelle version de la foire aux questions, et quelque chose que je n'ai pas abordé, qui est le classement des pays en fonction de leur niveau de risque, parce qu'il y a des choses qui vont changer, le nombre de contrôles, un petit peu de simplification quand même pour les pays à bas risque, et vous en doutez bien, la France, on espère bien qu'on sera classé à bas risque, encore faudrait-il le savoir, puisque la forêt augmente en France, il n'y a pas trop de difficultés avec la déforestation, même si de temps en temps on fait de la défriche agricole, mais si peu, et sachant qu'on a d'autres problématiques de santé des forêts, d'adaptation au changement climatique que celle de la déforestation, comme on voit par exemple, encore une fois, excusez-moi les Brésiliens, au Brésil. Et par contre, effectivement, la Commission avance sur le déploiement de son système d'information. Les représentants professionnels des organisations européennes ont été formés hier après-midi à l'utilisation du système d'information. Est-ce que, Madame Lafont, vous m'autorisez encore 5 minutes? Bon, super. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour voir à quoi ça ressemble, parce que autant ceux qui font de l'importation, voire de l'exportation, connaissent Tracente, mais ceux qui font de la production nationale ne voient pas trop ce que c'est. Ce que je peux vous proposer, excusez-moi, monsieur de Oui, Roclen, c'est peut-être de prendre les quelques questions qui ont été oui, bien posées sûr. par écrit, qui vont revenir un peu sur votre présentation et ensuite montrer la démonstration Eh bien, de ce très bien, système parce que j'ai d'information, fini s'il en vous plus. plaît. Donc, j'arrête le partage, si Très ça s'est bien arrêté, et puis on peut faire les questions. Alors, je vais les prendre et puis si les personnes veulent le compléter ou rajouter un contexte, elles pourront ouvrir leur micro. Donc effectivement, est-ce que un propriétaire forestier qui vend son bois sur pied est un opérateur au sens du RDE? Non, le bois sur pied n'est pas concerné par le RDE. Si le D'accord. propriétaire fait couper son bois et que c'est lui qui se charge de la vente, oui, le propriétaire devient opérateur. D'accord. Je vais regrouper deux questions puisque vous venez de citer le sujet du changement climatique qui est une thématique prégnante en France et dans notre région notamment. Euh, donc, je me posais la question effectivement du sujet des forêts victimes du changement climatique où la régénération naturelle peut être mise en cause. Et pour autant, la transformation par plantation est est un des itinéraires qui n'est pas possible dans le cadre de ce RDUE. Donc, est-ce qu'on est bien dans un système dérogatoire quand il s'agit de forêts victimes du changement climatique? Alors oui, ça sera dit dans les lignes directrices attendues, sachant que la définition de forêt de plantation, celle vers laquelle on ne veut pas aller plus complète que ce que je vous ai expliqué, parce que la forêt de plantation, il faut qu'elle garde non seulement au moment de la plantation, mais aussi à maturité, les 4 caractéristiques que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle est toujours sous gestion intensive, qu'elle est toujours en espacement régulier, qu'elle est toujours en structure équine, pour ça en général c'est vérifié, et qu'il n'y a toujours qu'une à 2 essences. Voilà. Mais si à maturité, effectivement, elle commence à ressembler à une forêt naturellement régénérée, parce qu'il y aura, je ne sais pas, en fonction des stations, des écosystèmes et autres, d'autres essences qui se seront installées plus ou moins naturellement, c'est vraiment à maturité que l'on va considérer le maintien d'un caractère de gestion intensive d'une forêt de plantation. Et à contrario, une forêt plantée, surtout si elle est encadrée par un DGD, par exemple, hein, mais je sais que toutes les forêts plantées, et notamment celles ne sont pas obligatoirement toutes couvertes par un DGD. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je ne sais plus. Si on a une forêt plantée avec le même type de structure, mais qu'on est sous DGD, on a donc là
garantie de gestion durable donnée par la législation française et on ne sera pas dans le cadre d'une forêt de plantation. Mais effectivement, pour la restauration d'écosystèmes, y compris forestiers, les lignes directrices sont très attendues là-dessus puisque effectivement, on a des programmes nationaux d'adaptation des forêts au changement climatique avec des cahiers des charges qui renvoient à ces notions-là et qui sont bien sûr travaillés selon j'allais dire, selon des possibilités sylvicoles en fonction des stations qui sont simplement adaptées au terrain. Et qui invite, pardon, je me permets, Mathieu Métral, et Oui, qui invite oui, à la diversification. Et donc, ça permet de faire sauter un des 4 critères que tu évoquais, tout Jean-Bernard, à fait. Oui. le critère de nombre d'essence minimum. Donc, si on respecte ces cahiers des charges, on peut se mettre hors de portée sur ce critère nombre d'essence. D'accord, et donc ce sujet restauration sera également valable pour tout ce qui est déséquilibre sylvo-cynégétique? Alors ça, je ne vais pas vous répondre oui ou non. Alors, parce que je suis pas spécialiste du sujet, mais effectivement, ça fait partie des questions qui sont complètement pertinentes par rapport à cette problématique. D'accord. Je vais demander peut-être à mon collègue Francis s'il peut préciser sa question, à moins que vous l'ayez compris. Quelle va être l'unité de mesure de la quantité de bois mis sur le marché, je suppose? Oui, c'est notamment les grumes, parce qu'il y en a plusieurs, c'est mètres cubes, sous-écorce, sur-écorce, sèche, etc. Donc il y a beaucoup d'unités de mesure. Est-ce qu'il y en a une qui a été retenue ou c'est libre? Dans les déclarations, on va le voir Oui, juste après, c'est soit du poids, soit du volume mètre cube. Mais ça sera mètre cube. Après, l'objectif, c'est de toute façon de caractériser un lot. C'est vous qui choisissez de le caractériser en fonction des différents critères que vous venez d'évoquer. Ça sera simplement, effectivement, à documenter à la fois dans l'exercice de diligence raisonnée en interne à l'entreprise et quelque part, ça sera cette nature d'information qui sera transmise via la déclaration de diligence raisonnée, d'une part, et bien entendu via les documents commerciaux à vos clients. D'accord. Je peux vous laisser effectivement nous montrer le système d'information tel qu'il est Oui, alors, avancé actuellement. juste peut-être si, le temps que j'allume un petit peu la machine, si certains veulent réagir sur le fait, s'ils connaissent déjà Trace, s'ils ont connaissance un petit peu des tests du système d'information qui ont été faits par les filières ou pas, ou si vraiment votre niveau de connaissance il est Nouveau. proche de zéro. Si on n'a pas de réaction, on peut considérer qu'effectivement, on n'a pas vu ce système d'information. Après, Paul-Emmanuel, pour PEFC, vous pouvez peut-être profiter effectivement de ces minutes de connexion pour... J'y suis, hein, mais j'y suis, et puis après, je libère la parole pour Monsieur Huette. Alors, j'y suis, il suffit de partager. Voilà. Partager, choc, écran complet, il suffit que je le retrouve. On est là. Partager. Vous me dites si ça marche. C'est bon, on voit effectivement votre partage. Merci bien. Donc, en fait, je suis connecté selon un compte opérateur. J'allais dire, c'est quoi mon compte opérateur? Je vais vous le donner tout de suite. Pas du tout. Bravo, ça commence mal. Il est où celui-là? Ah voilà, il est là. Donc en fait, le MASAF, c'est nouveau, a un compte opérateur. Un compte opérateur, chaque personne, chaque entreprise, pardon, qui devra faire une déclaration de diligence raisonnée devra se créer un compte opérateur sur cette fameuse plateforme que l'on appelle Trace. Il y a toute une procédure, hein, vous verrez, vous aurez de l'information non seulement par les organisations professionnelles, par nous, mais aussi par la Commission européenne. Je ne sais pas si vous voyez il suffit de taper dans Google tout simplement TraceNT
vous verrez que vous avez accès à la plateforme Trace, c'est du web libre. Et il suffit de demander un compte en remplissant un certain nombre de données, notamment des adresses email, des mots de passe, etc. Et ça permet de créer un compte Trace. Dans ce compte Trace, bien sûr, on va avoir une dénomination, on va avoir aussi un numéro d'identification. Alors moi, j'ai mis le numéro de TVA du ministère de l'Agriculture, et oui, il y en a un, mais ce sera le numéro EORI pour les importateurs. Ce sera certainement aussi à terme des numéros de société nationale de type SIRET sirène, des adresses, et le but du jeu, c'est aussi d'obtenir une validation d'un compte opérateur RDUE, et lorsqu'on a validation de ce compte, eh ben, on peut accéder à Trace pour faire des déclarations de diligence raisonnée. C'est quoi une déclaration de diligence raisonnée? Ben, vous allez voir, c'est assez simple. La problématique, c'est pas tellement faire la déclaration, la problématique, c'est recueillir les informations. Et la deuxième grosse problématique, c'est la fréquence et la redondance des déclarations de diligence raisonnée en fonction de la volumétrie des produits mis sur le marché. Si je veux faire une déclaration de diligence raisonnée, ben, j'aurai à créer un petit bouton qui s'appelle ici. On me demande une référence interne. Si vous voulez la mettre, vous en mettez une. Et le système me repère. Tiens, l'opérateur Mazaf veut vendre quelque chose. Il veut vendre sur le marché domestique, par exemple, ou il veut exporter, ou il veut importer. Bon, on va rester sur le marché domestique. Où c'est que j'exerce? J'exerce en France. OK. J'ai des informations additionnelles, je les mets si je veux. Je peux ensuite, alors là, mettre les produits, déclarer le produit que je vais mettre sur le marché. On va faire simple, c'est par code douanier. Donc le bois, il est en 44. J'ai soit du bois de chauffage, soit du bois brut. Prenons du bois brut. OK, paf. Je mets OK. Les déclarations, encore une fois, elles sont fondées sur les codes douaniers. Import, national, export. Maintenant, je vais désigner grume, je ne sais pas quoi. La masse, je ne sais pas, je vais mettre, on est en kilos, hein, donc je vais mettre 10 tonnes. Le volume, ça fait combien? C'est quoi le volume de 10 tonnes? Les professionnels, là, que je ne mette pas des âneries. Je ne suis même pas obligé de le mettre, on ne va pas vous faire travailler, parce que ce qui est obligatoire, c'est les informations ça dépend des bois, hein, je suis bien conscient, et justement de la qualité des grumes exprimée par le collègue tout à l'heure. On est obligé de mettre les informations qui ont une petite étoile rouge. Le reste, ce sont des informations facultatives. Notez, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de remplissage au niveau du nom scientifique. Mais si, a priori, c'est obligatoire. Si c'est obligatoire, vous tapez Cursus. Et soit vous avez le nom de genre, soit vous avez, je prends le premier qui vient, un nom d'espèce. Et puis là, vous pouvez mettre le nom commun de l'arbre. Donc voilà, une première information ici, c'est du domestique. Oui, c'est où? C'est en France. Qu'est-ce que je vends? Du 4304 bois brut. Comment s'appelle? Des grumes? Quel volume? 10 000. Quelle espèce? Quercus rubra. Voilà les informations de base à déclarer. La dernière grosse information, c'est la géolocalisation. Je fais un petit plus. Comment je géolocalise? J'ai deux solutions. Soit j'apporte un fichier. Je vais vous faire voir. Allez, il faut que je trouve où je suis dans mon pays. Voilà. Plateforme de l'autre fois. Tchac. J'importe un fichier en GeoJSON. Paf. Hop, le système m'a importé des données de géolocalisation que j'ai éventuellement déjà dans mon propre système d'information. Certes, tout le monde n'a pas ça. Ou que j'ai enregistré sur place avec un outillage adapté. Pour information, si la parcelle fait moins de 4 hectares, c'est juste un point de géolocalisation. Si la parcelle fait plus de 4 hectares, ça devra effectivement être des polygones comme ça en fonction de la réalité des choses. Je confirme que mes grumes viennent bien de ces parcelles-là. OK, je confirme. Et là, en fait, c'est fait. J'ai fini ma déclaration de diligence raisonnée. Je confirme que je la sauvegarde. Et quand j'ai confirmé que je la sauvegardais, elle a reçu une référence. Et c'est cette référence-là qu'il faudra donner au client, parce que ce client,
pour prouver qu'il vous a acheté des trucs conformes au RDE, en cas de contrôle, devra disposer du numéro de diligence raisonnée de la déclaration que vous aurez faite pour la mise sur le marché du bois. Et quand je pense que tout est bon, eh ben, je fais soumettre. Regardez, c'est en anglais. Cochez cette box pour autoriser la transmission des données de géolocalisation. Si je ne coche pas, je n'envoie pas. Donc, si je coche, j'envoie les données de géolocalisation. Okay. Et il y a de l'anglais là-dessus aussi. En soumettant cette déclaration de diligence raisonnée, je reconnais que tout va bien vis-à-vis du RDUE. Ce que je vous disais, il y a une sorte de déclaration de conformité avant de valider la déclaration de diligence raisonnée. Bon, alors j'ai fait des bêtises. Quand on fait des bêtises, ça nous le dit. Hein. Alors, c'est où ce truc-là? 2 erreurs. Producer must be informed. Ah oui. Alors, j'ai oublié un truc tout à l'heure. C'est déjà. Oui, c'est ici. Producer name, tiens, on met JBD et là, on va mettre France. Ok, voilà, c'est fait. Ces fameuses petites étoiles rouges que j'ai oubliées. Donc, c'est pas grave, je resoumets. Est-ce qu'il me reste des erreurs? Je confirme toujours. Allez, ce coup-ci, je transmets. Command name. Ok. Est-ce que c'était celui-là? Submit. Ok, vas-y. Voilà, je n'avais pas rempli tout ce qu'il fallait remplir. Ma déclaration, je l'ai faite, elle est partie dans le système. Je reviens chez moi, sur mon compte opérateur. Toutes celles-là, c'est celles que j'avais déjà faites. Elles sont valables. Donc, ça veut dire qu'elles sont disponibles dans le système. Elles sont disponibles notamment pour les opérateurs aval, mais aussi les autorités de contrôle. Et le bois peut être mis sur le marché. Là, je viens de la faire à 18h05. Elle est simplement au statut submitted. Mais si je n'ai pas de facteur de risque, si l'autorité compétente n'a pas considéré que moi, Mazaf, je faisais n'importe quoi en termes de RDE, elle ne m'a pas mis un petit drapeau rouge pour me sélectionner en contrôle ciblé, en fait, ça va se passer en statut available, c'est-à-dire disponible, tout bêtement, et donc utilisable par les opérateurs, les clients concernés à qui je vais donner le numéro de référence de la diligence raisonnée. Et moi, en tant qu'opérateur, je ne peux voir que les diligences raisonnées de ma propre activité. Même en farfouillant sur TraceNT, je ne verrai jamais ce qui a été déclaré par des opérateurs, sauf si j'ai réussi à leur piquer leur identifiant et leur mot de passe. Donc, ce système, c'est ma page à moi, il n'y a que moi qui la vois, et quelque part, il n'y a que les autorités compétentes qui sont en capacité de voir, en termes de droit d'accès, l'ensemble des déclarations de diligence raisonnée qui ont été effectuées par des opérateurs français. Voilà. Merci pour la démonstration. Oui, il y aura des formations plus complètes qui sont en train d'être déployées par la commission. C'était juste pour vous faire voir rapidement à quoi ça pouvait ressembler, cette fameuse déclaration. On vous remercie. On a 2 petites questions, si on peut les prendre rapidement, et il faudra aussi qu'on arrive à passer la main à Paul-Emmanuel Huette très rapidement. L'exemple d'une scierie qui reçoit de nombreux lots, par exemple 10 lots différents par jour, quelle référence de lot donne l'entreprise à son client en aval? Alors, la scierie, là, elle va s'intéresser au fait à ce que chacun des 10 lots soit bien couvert par une déclaration de diligence raisonnée. C'est cette déclaration qui va permettre à la scierie de s'assurer que le lot qu'elle rentre chez elle, que les 10 lots sont bien conformes au RDE. Mais c'est de l'eau de grume. C'est un produit 4403 bien précis. Tout ça, ça va passer dans la scierie et ça va sortir grosso modo en 4703 bois scié. C'est un autre type de produit du règlement. C'est un autre type de produit alors qui va être mis sur le marché. C'est plus les grumes que je mets sur le marché, sinon je suis un simple commerçant. Je suis un opérateur qui a transformé le produit en planche. Mais pour vendre toutes ces planches, si ça se trouve, je peux mettre les 10 lots de grumes que je vais scier et transformer. Ça va me donner un seul lot de planches. Et c'est ce lot de planches que je vais pouvoir encadrer par une, voire 2, voire 3, selon la manière dont je veux gérer, que je vais pouvoir encadrer par une déclaration de diligence raisonnée. Donc j'aurais sorti, je ne sais pas, après 10 lots de grumes, j'aurais sorti, je veux dire sûrement encore des âneries, 10 tonnes de planches. Mais ces 10 tonnes de planches, je peux très bien vendre 2 tonnes à Dupont, 3 tonnes à Durand, etc.
Mais, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation, si j'ai couvert les 10 tonnes de planches par une seule déclaration de diligence raisonnée, eh ben, Dupont-Durand, je donnerais le même numéro de diligence pour prouver, moi, par mon propre système de diligence raisonnée, que ces planches sont conformes au RDE. Quelque part, je me suis fourni en grumes conformes au RDE, mes planches n'auraient pas changé de statut. Mais c'est à moi, puisque je mets un nouveau produit sur le marché, de refaire l'exercice de diligence raisonnée et de refaire une déclaration. Et de fait, ma diligence raisonnée, l'exercice de diligence raisonnée va se fonder sur la conformité des grumes et ma déclaration de diligence raisonnée qui va couvrir mon lot de planches sera la preuve de mon propre travail à moi. Oui, mes planches que je vous donne sont conformes au RDE. L'exploitant m'a donné des déclarations de diligence raisonnée pour prouver que les grumes sont conformes au RDE. Moi, je mets sur le marché des planches et je fais une nouvelle déclaration de diligence raisonnée pour prouver que mes planches sont conformes au RDE, après avoir exercé la diligence raisonnée. Merci pour la réponse. Et une question sur les mélanges d'essence. Quand on parle eau, est-ce que la caractérisation des essences est nécessaire et doit couvrir l'ensemble du mélange d'essences? Notamment, c'est le cas souvent dans des lots de bois énergie ou bois industrie. Il y a effectivement plusieurs essences qui sont mélangées. Donc, comment ça fonctionne dans ces cas-là? Alors, si on s'en tient à la lecture stricte du règlement, effectivement, il faudrait mentionner toutes les essences présentes dans le lot. Alors, c'est une difficulté remontée par plusieurs organisations professionnelles, hein, que ce soit les coopératives, les privés, l'ONF, etc. C'est effectivement une charge administrative d'identification et d'incrémentation de l'information. Là, on attend de voir un petit peu les simplifications qui vont être données, sachant qu'il y en a une qui peut être déjà évoquée, c'est que si on a fait une précédente déclaration de diligence raisonnée en mentionnant l'ensemble des essences, bon, bah, il y a une station où il y a des chantiers qui s'étalent dans le temps avec des ventes qui se suivent, où grosso modo, ce sont les mêmes essences. Si on fait une déclaration de diligence raisonnée en mentionnant, je ne sais pas, chêne, châtaignier, frêne, ce que vous voulez, et différents résineux, cette déclaration, vous pourrez copier-coller pour ne pas avoir à vous ressaisir l'ensemble des essences, sachant que, pour faire simple, c'est vrai que je ne les ai pas montrés tout à l'heure. Je repartage, j'avais arrêté mon partage, je crois. Hein. Non, Non, j'avais c'est pas. bon. Non, Ouais. c'est bon. Vous voyez que les poids sont demandés sur le type de produit. Ils ne sont pas demandés, heureusement, essence par essence. Donc, vous pouvez déclarer un volume ou un tonnage total du lot et un nombre indéfini d'essences sans justifier le pourcentage que représente chacune de ces essences. On va simplement le revérifier très bêtement. Soit le système le permet, soit il ne le permet pas. Donc, on repart en 44.03. Paf. Alors, je vais mettre simplement bois. On va mettre... Voilà, je fais une première versus, par exemple. On va pas s'embêter. Et voilà, si effectivement je pourrais... Vous pouvez ajouter autant d'essence que nécessaire. Voilà, C'est bien okay. pas les meilleurs des bois peut-être, mais je peux ajouter différentes essences sans modifier la masse totale du lot. On a beaucoup d'autres questions plusieurs autres questions qui commencent à arriver par écrit, mais j'aimerais qu'on puisse rapidement donner la parole à PEFC pour un complément d'information sur ce que apporte cette certification et on reviendra sur ces questions, s'il vous plaît, si vous avez encore un peu de temps à nous accorder. Oui, et puis après, de toute façon, si on ne peut pas répondre à tout, hein, moi je suis très intéressé par les remontées des questions, hein, parce que je ne peux pas expliquer tout en 1 heure. Il y a des choses certainement que je n'ai pas dit ou pas assez expliquées, et puis et ça sera l'occasion de vous envoyer des éléments de réponse que vous pourrez rediffuser éventuellement après. Hein. D'accord. Paul-Emmanuel, si vous êtes toujours avec nous, je vous laisse la parole pour que vous puissiez compléter sur l'aspect certification PEFC conformité au RDE. Ouais. Ouais. Vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée là, du RDE. Du coup, moi, mon propos, comme Anaïs, vous me l'avez demandé, c'était plutôt de vous expliquer ce que nous, on a opéré comme évolution au niveau de la certification PEFC. Alors, peut-être en préambule, nos travaux d'alignement de la certification PEFC sur les exigences du RDE, ils répondent avant tout à un besoin que nos entreprises et nos propriétaires forestiers ont de pouvoir, au travers de la certification PEFC qu'ils ont déjà mis en œuvre, de pouvoir démontrer justement la conformité qu'ils ont, en tout cas une présomption de conformité au RDE. Et pour le coup, l'exercice est le même que celui qu'on avait opéré jusqu'à présent en lien avec le RBUE, dont M. Derecken a parlé. On avait déjà, il y a quelques années, maintenant en 2013, cherché à adapter notre système de diligence raisonnée sur les exigences du règlement bois, du RBUE. Et là, finalement, on a opéré un alignement avec le même objectif, c'est-à-dire que les opérateurs certifiés PEFC puissent, à qui on demande de faire un système de diligence raisonnée, ça fait partie de nos exigences de chaîne de contrôle PEFC pour nos entreprises, qu'au travers de cet exercice-là, ils puissent aussi démontrer leur conformité au RDIE en mettant en place un système de diligence raisonnée qui soit au plus possible calqué sur les exigences du RDUE. Comme M. Derecken l'a évoqué, une grande partie des exigences liées au RDUE font référence à ce fameux système de diligence raisonnée, donc avec les fameuses 3 étapes, récolte de l'information, analyse du risque et mitigation du risque. Et donc ça, c'est vraiment le cœur et le fondement de notre démarche de chaîne de contrôle, de chaîne de traçabilité. Donc nous, on fait dans l'alignement de notre système de diligence raisonnée, on a raisonné de la manière suivante, c'est que notre système de diligence raisonnée était jusqu'à présent adapté au règlement bois de l'Union européenne, et donc on a développé ce qu'on appelle un module, un nouveau module qu'on a appelé un DDS-EUDR, voilà, c'est pas très original, qui a pour vocation de renseigner toutes les exigences à satisfaire par une entreprise certifiée PEFC dès lors qu'elle veut démontrer sa conformité aux exigences du RDUE. Et ce module, en fait, restera un module optionnel pour les entreprises qui ont déjà une certification de chaîne de contrôle PEFC et qui pourront décider de prendre ce module en lieu et place de l'ancien module de diligence raisonnée qui était aligné sur le RBUE. Ceci étant dit, ce module, donc aujourd'hui, il est complètement validé par nos instances. Il est en téléchargement. On est en train de le traduire en français, puisqu'il a été développé par nos instances internationales. Et donc, il est, pour ainsi dire, très proche d'être opérationnel. On a encore des enjeux en termes d'accréditation, puisque toutes nos normes doivent être accréditées avant de pouvoir être mises en œuvre par les organismes de certification auprès de nos entreprises. Mais globalement, le module est disponible et il y a un certain nombre de documents, on va dire, de communication, de pédagogie autour de ce système de diligence raisonnée aligné sur le RDIE qui sont en train d'être déployés. Voilà, c'était pour anticiper aussi peut-être les questions qu'on pourrait avoir de nos entreprises sur comment être sensibilisées sur ces évolutions-là. De manière très concrète, ce module, il n'a pas vocation à se substituer au règlement, au RDUE. Le RDUE, comme M. Derecken l'a évoqué, il a bien évidemment toute une composante de diligence raisonnée, mais il a aussi toute une composante liée au dépôt de déclaration sur le système Trace, de récupérer son propre numéro de déclaration, son numéro de référence, le communiquer aux entreprises de l'aval de la chaîne. Donc, tout ça reste bien évidemment la responsabilité des entreprises. Le PEFC n'est pas là pour se substituer
ni pour remplacer la plateforme, par exemple, qui a été évoquée. Pour autant, comme vous l'avez vu dans l'exposé de M. de Reclaine, il y a un certain nombre d'informations qui doivent être communiquées entre les maillons, dont fait partie cette fameuse déclaration de diligence raisonnée et le numéro afférent. Et donc, les adaptations qu'on a faites au niveau de notre propre module PEFC EUDR, c'est justement notamment pour s'assurer entre chaque maillon de la chaîne certifiée que toutes ces informations soient toujours parfaitement transmises et que le système d'analyse du risque et de mitigation du risque, qui est le fondement même de l'EUDR, soit parfaitement mis en œuvre par les entreprises et contrôlé par une tierce partie indépendante chaque année. C'est ça aussi la valeur ajoutée de la certification PEFC, c'est qu'en s'alignant sur les exigences du système d'exigence raisonnée de l'UDR, non seulement on permet aux opérateurs certifiés PEFC de s'assurer en même temps de la conformité à l'EUDR et de le faire contrôler. Puisque un des objectifs, et c'est des discussions qu'on a commencé à avoir aussi avec les autorités compétentes françaises, au même titre qu'on les avait eues avant avec le RBIE, c'est de pouvoir justement rentrer en échange justement pour détailler, alors on n'aura pas le temps, les différents éléments constitutifs de notre système de diligence raisonnée PEFC, et de manière à ce que finalement on puisse apporter la démonstration auprès des autorités compétentes françaises que des entreprises certifiées PEFC ayant mis en place ce module PEFC EUDR, alors c'est pas qu'elles sont conformes de facto, hein, puisque on est sur une certification privée, mais en tout cas qu'elles ont une présomption de conformité assez forte, de manière à ce que justement, auprès de ces autorités compétentes, ces entreprises soient peut-être pas directement ou pas en priorité les entreprises qui vont être contrôlées au regard des garanties, bien évidemment, qu'elles pourront apporter par ailleurs au travers de la mise en place de ce module. Ce qui me paraît également important à préciser pour compléter, c'est que dans le système que j'évoquais, et sans rentrer dans le détail, on a prévu ce qu'on appelle des claims, donc c'est des déclarations adaptées, incluant la partie EUDR. Typiquement, aujourd'hui, vous pouvez commercialiser des lames de terrasse certifiées PEFC 80%. Demain, au travers de la mise en place de ce module DDS EUDR, on a prévu d'avoir des déclarations dédiées où, par exemple, ça sera du PEFC 80% EUDR. Voilà, PEFC EUDR 80%. Ça aura la signification suivante, c'est que les bois qui sont commercialisés sur facture avec ce claim, ça veut dire qu'ils sont passés par un DDS qui aura été aligné sur le UDR et audité par une tierce partie indépendante, hein, j'insiste sur ce sujet-là, en amont, avant que le produit ait été commercialisé. Voilà, donc ça c'est des éléments en synthèse et sans prendre trop de temps qu'on a élaboré, qui seront mis en œuvre dans les prochaines semaines, plutôt prochains mois. Et ce travail d'alignement, je terminerai par là, qu'on a opéré auprès des entreprises sur le module EUDR, il a également été fait, il est en train d'être fait sur la partie gestion forestière. C'est-à-dire que nous, on a, comme vous savez, un système de certification de gestion forestière également, et donc notre standard de gestion forestière en France, il va devoir également être aligné, notamment pour que les définitions soient parfaitement identiques. Quand nous, on parle de défrichement dans le UDR, dans le RDIE, voilà, est-ce qu'on garde le terme défrichement? Est-ce qu'on emploie le terme de conversion? Quand nous, on parle de transformation dans notre standard de gestion forestière PEFC, est-ce qu'il faut qu'on ajuste le terme? Voilà, de manière à ce qu'en fait, les opérateurs, que ce soit les propriétaires forestiers ou les acteurs de l'aval de la chaîne de valeur, puissent être en mesure d'utiliser les mêmes termes, les mêmes définitions, et pouvoir aussi montrer une conformité par rapport aux éléments, y compris sur la partie gestion forestière. Donc voilà les principaux éléments que je voulais partager avec vous comme introduction, on va dire, aux travaux qu'on a pu mener d'alignement sur la partie RDIE.
Merci et n'hésitez pas à poser vos questions également sur ce sujet. On a déjà une petite liste de questions à reprendre, effectivement, notamment suite à la démonstration de traces NT. Si je reviens aux questions qui ont été posées, qu'on n'a pas encore utilisées, j'allais dire, il y a une question concernant la possibilité de faire ou non des fiches spécifiques des obligations à chaque type d'entreprise. Alors, ça ne doit pas être sur le sujet de traces, je pense, mais ça doit être une question plus largement pour les filières et pour aider à accompagner les entreprises. Je sais que la Fédération nationale du bois a déjà fait une fiche qui décrit la mise en place du RDE pour la partie exploitation forestière et qui a un travail en cours, il me semble, pour la partie sillage. Donc voilà, effectivement, ces informations sont répertoriées. Après, pour l'usage du logiciel Trace, est-ce que c'est prévu effectivement d'avoir un guide d'accompagnement, on va dire, par typologie d'entreprise? Je ne sais pas si la Commission européenne a précisé les choses à ce sujet. Alors, effectivement, le guide pratique, on va dire, la digestion et, dans le bon sens du terme, la vulgarisation des dispositions du règlement adaptées à chaque filière, elle est très importante. On a commencé à la travailler ici au ministère de l'Agriculture depuis quelques temps avec les représentations nationales, dont la FNB, effectivement, qui a publié un premier petit document tout à fait bien ficelé. Mais effectivement, c'est vraiment, de toute façon, ça reste un de nos objectifs pour accompagner les entreprises là-dessus, pour aller plus dans le concret et vraiment que chaque type d'entreprise comprenne quel est le cadre qui s'applique à elle en fonction de l'activité, voire du volume d'activité, en tout cas de la taille de l'entreprise. Bon, tout ça, encore une fois, c'est un petit peu malheureusement en stand-by ou fortement ralenti par la non-publication des lignes directrices et des fois en question par la Commission, puisque chaque État membre ne peut pas dire ah bah, chez le RDE, chez moi, ça sera comme ça. Donc le RDE, il existe, il est là, il est écrit, il y a toutes ces dispositions dedans. Pour autant, il est quand même nécessaire de le repréciser sur un certain nombre de points, notamment sur les modalités de son application. Et dès que les lignes directrices officielles harmonisées au niveau de l'Union européenne seront publiées, là, on pourra effectivement encore aller plus vite et plus loin dans la déclinaison opérationnelle des entreprises, sans compter tout ce que les organismes de certification, notamment, et PEFC en particulier, pourront apporter comme outil opérationnel pour bien évaluer la conformité au RDE des produits mis sur le marché. Sachant qu'il y a eu un appel à projet qui s'appelle LIFE, la commission finance des porteurs de projets, qui ont pour mission de développer des outils d'accompagnement et de formation des opérateurs au sein de l'Union européenne. On a des organismes français qui ont candidaté, on espère bien qu'ils seront retenus. Et pour ce qui est plus particulièrement de la formation au système Trace, la Commission, alors si ce n'est pas fait demain, alors attention aux promesses, mais en tout cas a prévu de publier très rapidement les guides d'instruction d'utilisateurs pour les opérateurs d'ici quelques jours, nous a-t-elle dit encore hier. Donc tout ça, on va surveiller vivement leur parution pour pouvoir les faire lier par vos représentations nationales notamment. D'accord, merci. Pour la question suivante, qui revient sur l'exemple d'une scierie qui rentre d'îlots, de grumes en l'occurrence, la question est comment est-ce que le client final peut refaire sa traçabilité jusqu'à la forêt? J'imagine que ça dépend de si vous avez coché ou non la géolocalisation, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et notamment, si lui-même mélange au fur et à mesure, il y a des mélanges de différents lots, donc de différents endroits, de différentes données de géolocalisation. Mais s'il y en a un qui, à un moment donné, dit stop, je ne donne pas ma géolocalisation, il a le droit, il va avoir le droit, en tout cas, c'est prévu par l'outil. Quelque part, ça dédouane le suivant, effectivement, de déclarer ces données, mais il faut que ce suivant s'assure quand même
que son fournisseur fait bien correctement l'exercice de diligence raisonnée et d'évaluation de la conformité des produits qu'il lui vend. On l'a dit, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, bon, c'est dans les relations commerciales, c'est de la part d'audit, je ne sais pas comment vous appelez ça, d'audit client ou d'audit fournisseur. Voilà, c'est pas systématiquement vérifié que pour chaque lot. Comment tu as fait pour faire ta diligence? Tu es sûr que tu as bien tout mis dans ta déclaration? Et c'est s'assurer que dans l'ensemble, cette entreprise, ce fournisseur est complètement en ligne avec le RDE. En fait, il y a deux choses différentes. Il me semble, les opérateurs doivent géolocaliser dans l'outil, mais ont le choix de transmettre ou non cette géolocalisation. C'est bien ça, les deux choses différentes qu'il faut rappeler. C'est ça. Par exemple, je reviens sur mon exploitant forestier, c'est à lui en tout premier lieu que va revenir l'obligation de géolocalisation. Il ne pourra pas faire de déclaration sans rentrer des données de géolocalisation. Et s'il vend du bois sans déclaration, il sera non conforme au RDE. Donc la scierie qui achète ce bois, effectivement, devra s'assurer avant d'acheter le bois qu'il y a une déclaration de diligence raisonnée qui a été faite dans le système d'information en bonne et due forme. Et comment elle va le vérifier? C'est l'exploitant qui lui donnera le numéro de référence de cette déclaration avec un code de vérification. Je ne suis pas rentré dans les détails, ce qui permettra à l'opérateur scierie d'aller dans Trace et de vérifier la déclaration. Mais si l'exploitant a coché « Je ne transmets pas ma géolocalisation », la scierie accédera à sa déclaration, mais sans pouvoir lire les données de géolocalisation. Donc, le but du RDE, c'était que toute la traçabilité suive jusqu'à la chaise, on va dire, jusqu'au produit final et au consommateur final. Mais c'est tellement lourd en termes de données, c'est tellement lourd au fur et à mesure que les produits se mélangent et sont transformés au sein de la chaîne de production au sein de la chaîne de valeur que la Commission a accepté effectivement le principe que et avec la problématique, je ne vais pas redévelopper, de transmission d'informations à caractère commercial, la Commission a effectivement accepté de mettre une possibilité de ne pas transmettre dans le système les données de géolocalisation. Anthony, je vois que vous avez levé la main et c'est vous qui avez posé cette question, donc si besoin, vous pouvez compléter ce que... Ouais, c'était pas exactement l'objet de ma question. Ma question, c'était un client final qui achète une planche chez Castorama. Il y a un numéro de déclaration. Il y a N numéro de déclaration pour N scieries. N scieries ont N numéro de déclaration pour N exploitants. Et c'est avec ces données-là, entre guillemets, qu'il pourra s'assurer que sa planche n'est pas issue d'une forêt qui a été mal gérée. C'est ça? Ouais, je vais faire un exemple très court. Vous avez une vache, de cette vache sortent 10 000 steaks hachés. Chaque steak haché est conforme à sa traçabilité liée à la vache. Mais on va pas. Et votre exemple, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un certain nombre de lots et au fur et à mesure des déclarations de diligence qui s'enchaînent. Mais le vendeur à la fin, lui, il va faire qu'une déclaration de diligence raisonnée. Il ne va pas transmettre l'ensemble des déclarations de diligence raisonnée d'avant. On va avoir, allez, on va faire 20 exploitants forestiers qui sont fournisseurs de 4 scieries. J'ai 20 DDR utilisés par 4 scieries. Les 4 scieries vont mettre chacune sur le marché un lot de planches. Je vais avoir là 4 nouvelles DDR, numéro 2. Les acheteurs de planches vont retransformer, éventuellement, vont eux-mêmes remettre des produits retransformés sur le marché et vont générer des DDR génération 3. Celui qui achète en 4e position, il va avoir pour information la DDR génération 3. Mais après, voilà, ce que lui importe, lui, c'est de savoir ce que lui a acheté est bien conforme au RDE. Ça va être intéressant pour l'autorité compétente de vérifier que lorsque je suis en 4e position, je peux remonter jusqu'à la 1re position et notamment la géolocalisation des parcelles. Mais pour les commerçants, ce qui importe, c'est de vérifier que celui qui est avant a bien fait le travail pour être sûr de mettre des produits conformes, même après transformation sur le marché. J'espère que ça répond un peu à votre question. C'est clair, merci beaucoup. Ah ouais, c'est clair, merci beaucoup. Monsieur Ducret, vous avez également levé la main. Si votre question est sur le même thème, je peux vous laisser ouvrir le micro.
écoute avec attentivement ce que vous avez fait. Mais par contre, comment nous, on fait 10 à 20 lots en même temps. Donc, on va avoir 10 ou 20 lots de diligence raisonnée à la fois. Et après, si j'ai bien compris, on refait un lot global de diligence raisonnée pour nos clients avec un numéro. Mais Oui, alors c'est ça, mais par contre, notre client, il ne pourra jamais raisonner en disant, ce lot-là, cette planche-là, elle vient de la 10 de la forêt de Méria. C'est pas possible. Donc c'est uniquement un truc administratif par rapport. C'est comme un problème de quota. À la limite, si à la limite vous avez 80% de l'eau en diligence raisonnée, eh ben vous aurez 80% de planches en diligence raisonnée. Moins les copeaux. Oui. Alors, le problème, c'était. Tout ça, c'est parti du fait que lorsqu'on donne sa géolocalisation, quelque part, on donne ces informations commerciales. On dit où c'est qu'on se fournit, chez qui on se fournit, etc. Et c'est-à-dire que si je veux savoir ce qu'achète mon concurrent, tiens, je vais lui acheter des trucs à lui, et puis comme il va me transmettre toutes les données de géolocalisation, et j'aurais plus qu'à aller directement chez son fournisseur. Donc tout ça, ça fait beaucoup réagir les opérateurs, vous vous en doutez. Donc aujourd'hui, quelque part, cette logique initiale de transmettre toutes les géolocalisations de production du début jusqu'à la fin de la chaîne, elle a pris un peu de plomb dans l'aile. J'allais dire heureusement pour la protection des données commerciales. Donc, on peut imaginer que la géolocalisation des parcelles de production, elle va s'arrêter très tôt dans la transmission des chaînes d'information. Par la simple petite coche, non, je ne transmets pas mes données de géolocalisation. Ça ne veut pas dire que la géolocalisation, elle n'existe pas dans le système. Ça ne veut pas dire que le premier qui a bloqué n'a pas fait le boulot. Mais c'est ce principe-là, tiens, celui-là, il me bloque ces données de géolocalisation. Je ne peux pas vérifier que ce qu'il est en train de me vendre, en fait, ça ne vient pas de parcelles qui ont été déforestées, par exemple, qui ont été défrichées, ou d'autres histoires sur la dégradation des forêts. Ça ne me dit pas, par exemple, que le lot de bois d'eucalyptus pour mon usine de pâte à papier que j'achète du Brésil, en fait, ce n'est pas issu de parcelles de forêt primaire qui viennent d'être déforestées après 2020. Bon, OK. Mais dans ce cas-là, ce que dit le règlement, si on n'a pas transmission des données de géolocalisation par le fournisseur amont, je dois m'assurer, moi, opérateur, que ce fournisseur a tout un système interne à son entreprise qui lui permet de faire de la bonne diligence raisonnée. C'est pour ça que je parlais d'audit, ou je ne sais pas comment vous appelez ça dans la vie industrielle, des audits clients, des audits fournisseurs, des contrôles fournisseurs. C'est par là que vous allez vous assurer du sérieux global dans cette obligation d'exercer une diligence raisonnée de votre fournisseur. Est-ce que pour tous les lots qu'il me fournit, il est par exemple en capacité de me montrer que oui, ne vous inquiétez pas, regardez rapidement mes registres, j'ai tout ce qu'il faut en information pour prouver la diligence, pour prouver la conformité au RDU. Après vous êtes là, mais moi je n'ai pas sa géolocalisation et je vais mettre mes planches sur marché, mais je ne peux pas donner de fait de la géolocalisation, des données de géolocalisation à mes clients. Mais ça, le système va l'accepter parce que vous allez faire une déclaration de diligence raisonnée. Vous n'avez pas les données de géolocalisation. Par contre, vous avez le numéro de référence de la déclaration de diligence de votre fournisseur. Et vous allez pouvoir la référencer. Je n'ai pas été au bout des trucs, mais je vous le dis maintenant. Vous allez pouvoir la référencer dans votre propre déclaration. Je déclare ça, je n'ai pas de géolocalisation, mais je mets le numéro de la déclaration qui contient cette géolocalisation pour prouver que c'est conforme. Et vous vendez votre planche avec votre propre numéro de diligence. Le gars qui vous achète les planches, il va faire je ne sais pas quoi avec. Il va retransformer les planches en un autre produit et il va lui-même les mettre sur le marché. Il va faire comme vous. Mon fournisseur m'a donné une déclaration de diligence raisonnée, c'est cool, ma matière première, elle est conforme au RDE. Mais mince, il n'y a pas les données de géolocalisation dedans. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas les données de géolocalisation. Je fais ma propre déclaration et dans ma propre déclaration, je mettrai le numéro
de déclaration que m'a donné mon fournisseur. Comme ça, dans le temps, on remonte numéro par numéro jusqu'à la déclaration initiale qui contient les géolocalisations. Et qui c'est qui paye ça? Parce que ça va coûter quand même. C'est pas rien. Hein. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est vraiment le plus fort des critiques. Le plus fort des critiques, la charge administrative et financière. Financière parce que système d'information, peut-être aussi embauche, etc. Ce qu'il faut, c'est, je renvoie à la question précédente, ou les questions précédentes, c'est quand est-ce qu'on aura des fiches opérationnelles pour comprendre ce qu'il faut faire chez nous. Parce que lorsqu'on comprend mieux le RDE, lorsqu'on a des procédures, enfin notamment des lignes directrices, on comprend mieux ce qu'on a à faire et ce que, entre guillemets, il faut anticiper en termes d'organisation interne. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est important. Et le but du jeu, c'est aussi de valoriser au mieux toutes les simplifications dans la gestion des déclarations que je vous expliquais tout à l'heure. Pour faire simple, allez, je reviens à un autre exemple pour changer un petit peu de prisme. Je suis éleveur. Si je fais une déclaration à chaque fois que je vends une vache, je ne vais pas m'en sortir. Par contre, si je fais une déclaration sur toute l'année pour toutes les vaches que j'ai, qui couvre l'ensemble des vaches que j'ai et que je vends, et qu'à chaque fois que je vends ma vache, je prends le même numéro de référence de la déclaration de diligence raisonnée, ça va me simplifier les choses. Dans votre industrie du bois, effectivement, en fonction de vos approches, la taille de l'entreprise, parce que n'oubliez pas que les PME ne sont pas soumises à diligence raisonnée et à déclaration de diligence raisonnée. Par contre, elles sont soumises à la vérification que leurs matières premières sont conformes au RDE. C'est vraiment sur ces critères-là et la bonne compréhension de ce que j'ai à faire par rapport aux règles de simplification que je vous expliquais tout à l'heure, déclaration chapeau, déclaration de surface un peu plus grande, etc., que vous comprendrez quelle est la charge réelle administrative qui va être imposée à votre entreprise. Ce que vous êtes en train d'expliquer, ça rejoint une question effectivement qui a été posée notamment dans le cadre de l'exploitation forestière, enfin d'un exploitant forestier. Est-ce qu'il peut bien faire une déclaration chapeau qui couvre par exemple tous ses achats de l'année et fournir le même numéro de déclaration de diligence raisonnée à tous les clients qu'il aura et qui découleront donc de ces exploitations de l'année? Alors, le seul truc, c'est qu'il faut être sûr que si on fait une grande période, je sais pas, on peut avoir un programme de travaux, il n'y a pas de souci. Si on fait une grande période, ça veut dire qu'on maîtrise sur l'ensemble de la période la conformité au RDE de tout ce qui va être récolté. C'est-à-dire que je sais que sur tout mon programme de travaux, j'ai telle parcelle ou telle et telle parcelle, tel et tel propriétaire. Et que, je ne sais pas, toutes les parcelles sont sous DGD, ou toutes les parcelles, je sais que je vais anticiper en demandant, parce qu'en fonction de ce qui m'est demandé, les autorisations administratives, etc., etc. OK, on peut couvrir une année complète sur une seule DDR. Et à chaque fois que je vends des grumes, je vends un bout de la production à un tel, un bout de la production à un autre tel, etc., sous la même référence de diligence raisonnée. Mais ça, voilà, c'est l'équilibre à trouver entre la maîtrise de l'information et la simplification de la diligence raisonnée. Je peux interagir, s'il vous plaît? Bonjour, c'est moi qui ai posé la question. Donc, effectivement, exploitants forestiers, nous, on va trier du bois qui proviennent de centaines de lots différents pour livrer la bonne qualité aux bons clients sur toute l'année. S'il faut qu'à chaque facture, on donne les coordonnées GPS de chaque grume ou le polygone de chaque parcelle, on va passer notre temps à faire des DDS, on va en faire autant que des factures et ça va être ingérable. Moi, je vois plus comme au niveau trimestriel ou semestriel ou annuel, enregistrer tous mes achats et pour que l'achat soit enregistré, il faut qu'il soit valide et qu'il soit valide vis-à-vis du règlement RDE. Et là, pour le coup, je pense que dans le trace, on doit pouvoir enregistrer une multitude de coordonnées GPS et de polygones sous un même fichier. Et ensuite, voilà, on a 3 DDS par an ou 4 qui correspondent au trimestre. Et après, un client peut recevoir 3 ou 4 numéros de DDS sur sa facture si on a livré du bois qui a entre 6 et 8 mois. C'est exactement l'idée.
Le truc, c'est qu'il vous faut simplement maîtriser l'information en interne. Ouais, il faut que dans le RP, il faut que dans notre RP, on ait une case géolocalisation au polygone, quoi. Plus l'égalité du bois, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça le principe. Ok, très bien. Et alors, je m'excuse, j'en profite. N'oubliez pas de regarder la route. Oui, j'ai dû partir, mais quand je comprends le principe, finalement, ça revient à un label qui nous est imposé. C'est-à-dire un label qui serait à 100% et imposé. C'est-à-dire que finalement, si on met tout, on est obligé, tous acteurs de la filière, à n'importe quel niveau de la filière, de mettre en place un audit. Alors que ce soit PEFC ou FSC, viendrait vérifier qu'on a mis sur le marché que du bois qui respecte le RDUE avec notre chaîne d'approvisionnement. Nos clients auront la même chose. On va vérifier qu'ils s'approvisionnent que chez des gens qui ont respecté le RDUE à 100%. Donc finalement, je trouve que c'est très compliqué d'aller mettre ça sur un site au niveau européen, alors que finalement, oui, ça revient à imposer un label à 100% à tout le monde, quoi, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. Alors, sans appeler ça label, mais quelque part, c'est la logique et c'est ce que vont faire et vont vous accompagner en ce sens-là aussi les organismes de certification qui, quelque part, vont être en capacité, enfin, je pense, de vous fournir effectivement tout un canevas qui va faire en sorte de maîtriser cette information du début à la fin et quelque part, le vendre rejoindre ce comme que dit label. M. Ducret, je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'on soit PEFC, FSC, SBP et maintenant RDUE. On n'a plus besoin d'embaucher des acheteurs de bois, il faut qu'on embauche des certificateurs, quoi. Enfin, et en fait, moi, là où j'en veux beaucoup, c'est que ça fait 20 ans, 25 ans, peut-être même bientôt 30, mais 25 ans que je suis dans la filière. J'étais un des premiers certifiés PEFC. Ça fait 20 ans qu'on nous dit que FSC et PESC vont pas tarder à se reconnaître. Enfin, maintenant, on nous le dit plus. Mais on nous l'a fait croire pendant 15 ans qu'FSC et PEFC allaient se reconnaître et qu'il n'y aurait plus qu'un label. Et finalement, on nous met un RDUE en plus. Il y a un moment, voilà, qu'on nous impose une norme de légalité du bois, qu'on vienne contrôler que le bois que tout le monde brasse est légal, et on arrête, quoi, parce que là, on superpose des trucs. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on superpose des trucs, quoi. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est la loi, mais ça va être très, très lourd. Il paraît que l'Allemagne a refusé le système. Il y a un article de Scholz dans le journal dans le journal la semaine dernière. C'est vrai? Alors, refuser le système, peut-être pas, mais par contre... Réunion à ce sujet ce matin au niveau européen. L'Allemagne se fritait avec le Brésil, parce que le Brésil ne veut pas du UDR. L'Allemagne disait, oui, nous, on est d'accord. L'Allemagne voulait vendre des voitures électriques au Brésil. Et ça s'est arrangé apparemment dans la nuit. C'est l'information que j'ai eue ce matin à une autre réunion concernant le RDU. Voilà, bon, et à part ça, l'Allemagne s'est exprimée effectivement officiellement auprès de la Commission en faveur d'un report de 6 mois de l'entrée en application pour aider les entreprises à se préparer mieux et d'autant plus que les lignes directrices et foires ne sont pas publiées. Et ce n'est pas les seuls à avoir demandé. Une dernière petite question, et je pense que je vous enverrai les suivantes par mail pour qu'on puisse libérer tout le monde et notamment vous libérer. Juste, elle va être rapide celle-ci. Est-ce que l'ensemble des outils qui nous ont été présentés, notamment Trace, est bien en cours de traduction en français ou il restera en anglais? Est-ce que vous avez l'information? Les outils qui vous ont été présentés, l'écran là que j'ai présenté? Oui. Ah oui, Trace, ça existe pour plein d'autres domaines réglementaires, hein, les importations de produits sanitaires, les plantes louées, chacun, les Polonais, les Français, les Allemands, les Espagnols et les Grecs ont leur visuel en langue. Hein. D'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir votre présentation? Est-ce qu'on peut nous envoyer par mail votre présentation? C'est la première question que m'a posée Madame Lafont. Parfait. On cale ça encore entre nous. Hein, parce que moi, je ne suis pas grand chef en ma demeure, mais bon, fondamentalement, il y a surtout des informations de base, donc normalement, ça ne devrait pas poser problème. Je vous remercie tous et surtout, donc merci à vous, Monsieur de Reclen, d'avoir pu effectuer cette présentation. Je vous fais passer les dernières questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Et puis voilà, si vous pouvez nous apporter une réponse par écrit, je ne manquerai pas de la transférer aux participants avec, si possible, votre présentation une fois que vous aurez fait valider cela. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Bonsoir, au revoir.